Si une personne n'a pas de rêve, elle n'a plus de raison de vivre. Rêver est nécessaire, bien que dans le rêve, la réalité devra être entrevue. Ce n'est pas la première fois que j'invoque la sagesse philosophique d'Ayrton Senna dans mes chroniques d'après-course. Mais après un tel week-end, tant d'un point de vue sportif que personnel, comment seulement faire autrement ? Car par cette citation, le triple champion du monde brésilien souligne l'importance vitale du rêve comme moteur de l'existence humaine. Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute que le rêve ne signifie pas pour autant fuir le réel, mais plutôt le transcender, le réinventer sans jamais perdre pied. Et à bien des égards, il s'avère que le Grand Prix de Monaco 2025 n'a été qu'un perpétuel enchevêtrement entre rêve et réalité. En impulsant la fameuse règle de 2 arrêts au stand obligatoires pour l'ensemble des 78 tours de course, la FIA et Formula One ont tenté de transformer la traditionnelle procession dominicale de Monaco. Mais de la transformation au travestissement, il n'y a qu'un pas. Car rappelons-nous des mots de Senna, la réalité doit être entrevue dans le rêve. Autrement dit, il faut savoir distinguer le simple songe du fantasme. Inutile donc de rêver à du spectacle roue contre roue à Monaco. Vous n'en aurez pas, sauf circonstances de course et météo exceptionnelles. En traitant les symptômes et non les causes du problème, les dirigeants de la catégorie reine du sport auto ont fait fi de la taille et du poids actuel des monoplaces et de la nature même du tracé de Monaco, lequel, historiquement, a souvent peiné à proposer un Grand Prix haletant. Surtout, empêtrés dans le fantasme du tout-spectacle, ils ont proposé cette année une caricature dans laquelle les stratèges de certaines écuries se sont empêtrés. Chez Racing Bulls, Liam Lawson a ainsi sécurisé la P6 de son coéquipier Isack Hadjar dès le tour 19 en ayant retenu par 2 fois le reste du peloton, laissant au rookie français le loisir d'effectuer ses 2 pit stops sans risque. Chez Williams, Carlos Sainz en a fait de même avec Alex Albon, avant que Alex Albon n'en fasse de même avec Carlos Sainz pour le gain d'une P9 et d'une P10. En retour, chez Mercedes, George Russell a volontairement coupé la nouvelle chicane pour fausser compagnie aux Thaïlandais, tout en sachant qu'une pénalité moins coûteuse qu'un statu quo lui tomberait dessus. Et Max Verstappen a attendu en fin de course un drapeau rouge synonyme d'arrêt gratuit qui n'est jamais venu. À l'arrivée, personne n'était satisfait. Les fans semblent rejeter cette nouvelle règle, les éditorialistes la méprisent, la moitié des pilotes citent Mario Kart pour en parler, et aucun team principal ne s'est réjoui des bassesses stratégiques qu'elle a imposées. Alors comprenons-nous bien, un tel jeu malsain d'équipe aurait eu cours même sans la dite règle. Mais les 2 pit stops obligatoires n'ont fait qu'accentuer des effets pervers précédemment observés. Pire, tout laisse à penser que ce dimanche, la F1 a tiré le meilleur parti, entre guillemets, de cette obligation. Qu'aurait-on dit en effet si le drapeau rouge avait été sorti 2 fois, ou pire, si à la faveur de circonstances de course à gogo, la loterie avait pris le dessus? Voilà donc ce qu'est un fantasme privé de toute prise avec le réel, un rêve déchu. Le mieux serait peut-être donc d'accepter le Grand Prix de Monaco tel qu'il est. Une course parfois palpitante, souvent processionnaire, mais une séance de qualification extraordinaire. Et dans ce contexte, 2 arrêts ou pas, en 2025, la principauté est encore venue récompenser les héros du samedi. Esteban Ocon brillant 8e temps sur sa Haas et P7 en course après le retrait de Fernando Alonso. Isack Hadjar, incroyable 6e temps sur sa Racing Bulls après un vendredi agité et P6 à l'arrivée. Charles Leclerc galvanisé à domicile, P2 samedi comme dimanche. Et bien sûr, Lando Norris, poleman sublime et victorieux par la suite. C'est en effet à la sueur de son front que Lando Norris est venu réaliser, de son propre aveu en conférence de presse d'après-course, un rêve sur le rocher, en s'y imposant pour la première fois de sa carrière. Une performance dominatrice, sans doute la première de sa saison, et qui ne manque pas de panache. Peu à l'aise depuis le Grand Prix de Chine dans sa McLaren, le jeune Britannique avait cumulé les imprécisions coûteuses jusqu'à laisser le relais à son coéquipier Oscar Piastri en tête du championnat depuis l'Arabie Saoudite, pour finalement accoster à Monaco avec une certaine pression sur les épaules. Tout aurait pu alors indiquer que dans l'étroitesse des rues de la Principauté, Lando maintiendrait une certaine réserve au vu d'une confiance en berne. Mais il n'en a rien été. En dépit d'essais libres poussifs du fait d'une MCL39 nerveuse, il a su battre un survolté Charles Leclerc en toute fin de Q3, tout en recadrant sévèrement un voisin de garage plus inconstant, pour s'octroyer une 11e pole position en carrière et accessoirement un record absolu de la piste sous la minute 10. Le lendemain, au-delà d'une course magnifiquement gérée avant les arrêts au stand et une fois pris en sandwich par Max Verstappen et Charles Leclerc en fin de parcours, c'est surtout son meilleur tour en course lors de l'ultime boucle qui interpelle. Sans doute adressé à ses détracteurs, dont je fais modestement partie, ce coup de massue final témoignait du confort et de la puissance d'un pilote souvent pointé du doigt pour, justement, sa fébrilité et sa soumission.
La vraie question, de fait, reste de savoir si après le rêve monégasque devenu réalité, Lando pourra décrocher l'autre lune, lui qui est revenu à 3 petits points seulement du leader du championnat, à savoir le titre pilote. Autrement dit, reste à savoir si la parenthèse de Monaco n'a d'égal que la résurgence de son dernier vainqueur. Car c'est toujours le même bas qui blesse chez le Britannique. Il s'agit d'un pilote cyclique qui se montre, gagne, fléchit, sous-performe par maladresse avant de se remontrer, de regagner, de fléchir à nouveau et de pêcher encore par maladresse, sans parvenir à réaliser ce qu'on doit attendre d'un champion du monde potentiel face à 2 blocs de béton que sont Oscar Piastri et Max Verstappen. C'est-à-dire confirmer, construire et enchaîner sans trou d'air de quelques mois. Au soir de Monaco 2025, on exigera donc de Lando toujours la même chose qu'après Miami 2024, Zandvoort 2024, Singapour 2024 et Melbourne 2025. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-il tenir la distance et donner à son rêve ultime l'ancrage réel qu'il exige. Mais si Monaco est une excellente nouvelle pour Norris, gardons bien en tête qu'il n'en va pas de même pour l'équipe McLaren, toujours accrochée à sa papaya rule. Car une fois encore, après Imola, les 2 pilotes se prennent des points pour le plus grand bonheur d'un Max Verstappen qui n'a perdu que 3 petites unités sur la tête du championnat. Ainsi, avec un Norris de retour, le rêve de McLaren pourrait vite se transformer en cauchemar. Et ce n'est pas le Ayrton Senna des années 80 qui aurait dit le contraire. Le rêve réalisé par Lando Norris cette année était, hier encore, celui de Charles Leclerc en 2024. Vainqueur à domicile après tant de désillusions, le Monégasque pouvait légitimement croire en ses chances de réitérer l'exploit cette année au volant d'une SF25 étonnamment rapide sur le rocher. Pourtant, Leclerc faisait profil bas lors de la conférence de presse du jeudi. Notre faiblesse se situe dans les virages lents, indiquait-il. Pourtant, après 3 séances d'essais libres dominatrices, c'est une première ligne à 1/10 de la pole seulement dont Charles gratifiera son public, avec un Lewis Hamilton solidement ancré en 4e position avant une pénalité de 3 places. Déçu mais philosophe, le Monégasque expliquait samedi en conférence de presse avoir été gêné par Max Verstappen lors de sa première tentative en Q3, l'empêchant d'assurer un chrono suffisamment bon pour ne laisser aucune marge en vue de sa 2e et dernière tentative. La messe était alors dite pour l'ensemble de ce week-end, et malgré un bel effort de la part de la Scuderia, les questions, pour ne pas dire les inquiétudes, demeurent en suspens. Premièrement, de par la spécificité de son tracé, Monaco reste une parenthèse, et il y a peu de chances que le résultat final de Leclerc puisse être réitéré à Barcelone ou au Canada, au vu des difficultés intrinsèques de la SC25 sur un tour. De plus, les Rouges doivent comprendre pourquoi la Ferrari s'est montrée si bonne dans la sinuosité de la ville. Est-ce dû aux surprises engendrées par un setup extrême ou aux multiples bosses que, selon Charles Leclerc, la monoplace semble bien escalader? Qu'importe la réponse, Monaco est pour Ferrari une confirmation qu'une fois encore, le dernier cheval cabré de Maranello est incapable d'être constant sur des tracés exigeant des compromis aérodynamiques. Enfin, que dire du cas épineux de Lewis Hamilton? À la faute en EL3 et rétrogradé en 7e place sur la grille après un blocage malheureux de Verstappen en Q1, le septuple champion du monde, après avoir repris sèchement la P5 à Hadjar et Alonso par un overcut, s'est anesthésié dans un rythme plus proche du peloton que de celui des 4 hommes de tête. Un rappel que la performance d'Imola s'inscrivait dans un contexte de course très favorable au pilote 44, qui souffre manifestement des mêmes difficultés avec sa monture, et sans doute avec la sempiternelle réglementation à effet de sol. Hamilton chez Ferrari, c'était certes un rêve devenu réalité sur le papier. Et pour paraphraser Magic Senna, quelle réalité a été entrevue? Celle d'un champion en quête d'un 8e titre, ou bien celle d'un sportif en déclin et présent pour la beauté du geste? Si une personne n'a pas de rêve, elle n'a plus de raison de vivre. Rêver est nécessaire, bien que dans le rêve, la réalité devrait être entrevue. Pour ma part, j'ai longtemps nourri un rêve de gosse, assis sur le clic-clac de mon appartement d'enfance, devant ma télévision chaque dimanche. Celui, un jour, de pénétrer ces portiques emmenant les chanceux détenteurs d'une accréditation dans le paddock et la pit lane, et particulièrement à Monaco. Pour mes 20 ans, mes proches s'étaient cotisés afin de m'offrir une place pour le 10 Grand Prix. Le 26 mai 2013, j'assistais, heureux comme tout, à mon tout premier Grand Prix sur la tribune L du circuit et devant la chicane de la piscine. En tournant la tête vers la droite, je pouvais voir à une vingtaine de mètres de moi cette ligne droite des stands sur laquelle tous les pilotes, mécanos et ingénieurs s'affairaient. Il m'aura fallu 12 ans pour parcourir enfin ces 20 mètres et me retrouver au beau milieu d'un monde qui m'avait tant obsédé. Alors je me suis pincé plusieurs fois et fort et fermé les yeux quitte à les plisser. Mais cette fois-ci, en relâchant ma peau et en recouvrant la vue, le stand Ferrari était toujours là, devant moi.
Cet accomplissement, je le dois à moi-même en premier lieu, à mon travail et à ma persévérance. Je le dois à la direction de la communication de la Principauté, qui m'a fait l'honneur de me fournir le précieux sésame afin de couvrir l'événement pour Monaco Info. Mais je le dois aussi et surtout à vous, que vous me suiviez depuis mes débuts il y a près de 5 ans, ou que vous veniez de me rencontrer sur YouTube. Cette aventure Monsieur Loop, c'est également la vôtre, et sans votre soutien perpétuel, mon rêve n'aurait jamais entrevu sa réalité. Mais rassurez-vous, des rêves, j'en ai encore à réaliser, et avec eux, d'autant plus de raisons de vivre. On va chercher le prochain maintenant ?